Bonjour, bonsoir. Haïtiens vivent au Canada, ça fait longtemps. Rapport diplomatique entre Haïti et Canada existait depuis 1954. 77 ans après, comment rapport diplomatique entre Haïti et Canada est, qui rapport qui établit entre communauté haïtienne au Canada et ambassade d'Haïti au Canada, qui rapport qui existait entre groupes professionnels et petites et moyennes entreprises, qui ça qui gagne comme programme bourse d'études pour Haïtiens qui voulaient étudier au Canada, comment famille au Canada va vivre, comment famille haïtienne qui en difficulté surtout, ça a levé timoun avec jeunes haïtiens qui en situation difficile au Canada, et comment Premier ministre Justin Trudeau ouais collaboration docteur, infirmière haïtien sur tout point ça yo à Claude nous t'ai parlé ensemble avec ambassadeur Weber Artus. Mais d'abord, qui est Weber Artusien? Qui côté le sorti, dans quelle école il étudié, qui expérience il gagne dans niveau histoire, journaliste à diplomatie, il te répond une question non. Dans une interview exclusive by Connexion Magazine Info Radio depuis Ottawa. Être informé, c'est bon, mais être bien informé en écoutant Connexion Magazine Info, c'est encore 360 degrés fois mieux. Connexion Magazine Info vous apporte des nouvelles venant d'Haïti, de la République dominicaine, des États-Unis, de la France et du Canada. Connexion Magazine Info, le journal des fins connaisseurs. Pam, c'est Anceloui. Moi content de retourner tout neuf pour présenter Connexion Magazine Info. Wapkoute, Connexion Magazine Info. Journal Créole Paola. Merci, monsieur l'ambassadeur, d'accepter de répondre à nos questions. Moins content pour que Connexion Magazine Info Radio connecté ensemble avec la communauté haïtienne un peu partout dans le monde. Merci cher ami. Et bon, pour commencer, comme tu as dit, peut-être bon, là, dès le départ. Moi, avec Anceloui, pendant une période, nous étions journalistes au même période, là, ça me tenait à Radio Caraïbe, les mêmes étaient dans Vision 2000. Donc, c'est, comme tu as dit, c'est un collègue, reporter, donc on est bien content que les pas fait même j'avais pour la métier à net. Et avec Connexion Magazine, donc je pense que c'est vraiment l'occasion pour moi partager et moment ça avec nous qui peut regarder tout ça. C'est vraiment un plaisir pour me téléphoner l'invitation. Ambassadeur Artus, est-ce que vous êtes capable de dire nous qu'un pile monde qui connaît qu'on fait des études très poussées et une bonne carrière diplomatique qui est portée à considérer, et puis tout ou un peu d'expérience au niveau de journalisme, tu travailles pour une série de grandes chaînes radio au niveau international comme RFI, et est-ce que vous pouvez dire nous un peu mon taré connaît qui côté Weber Artus sauté? Bon, moi-même, je fais Port-au-Prince, je fais Saint-Antoine. Donc Saint-Antoine, c'est avenue Poupla, mais mon qui collé avec l'église là, généralement, il remet et dit Saint-Antoine tout court. Donc c'est là que je fais. Et connaissez une zone que, on monte par exemple, dans le Lionel Trouillot, immortalisé dans le roman qui est Les Fous du Saint-Antoine. Donc c'est là que je fais, là que je grandis, et je fais primaire, moi, Jean-Marie Guillou. Après ça, je commencé le secondaire, moi, collège canado-haïtien, pour me terminer collège Jean-Prince-Mars. Et puis, moi, fait université, et particulièrement dans GIC. Et puis, après, moi, travaille dans la presse, dans la Radio Caraïbe. Et moi, quitté pays en fin 2001, début 2002. Je travaille à la Défense internationale.
Et puis, moi, étudié l'histoire à la Sorbonne, donc moi, j'ai une thèse en relations internationales et moi, écrit déjà 4 livres qui lient à l'histoire diplomatique d'Haïti avec un peu l'article scientifique, des articles de presse, tout. Et puis, parallèlement, moi, c'est un professeur. J'ai commencé à enseigner pratiquement depuis 2011. Donc, moi, toujours fongeant, même lorsque je suis parti à l'étranger, moi, fongeant, garder contact et me suivre travail étudiant, m'enseigner en ligne et tout. Et j'ai commencé, alors là, pour le fin de thèse, moi, je suis entré en Haïti en 2011, j'ai dirigé Télévision Caraïbe. Et en 2014, moi, j'ai quitté Haïti pour partir en Argentine comme diplomate. Alors en 2013, je suis entré en Affaires étrangères. En 2014, je suis parti comme diplomate en Argentine. Après l'Argentine, j'ai été à Washington. Et après Washington, moi, je retourné à Haïti, côté de travail entre mars et octobre 2020 comme directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères. Et depuis octobre 2020, moi à Ottawa comme ambassadeur d'Haïti au Canada. Donc, c'est un gros plaisir pour que Haïtiens et les jeunes Haïtiens qui levé pour voir que il y a un série de Haïtiens qui modèlent que ils sont capables de choisir. Donc, quand vous étiez petit ou je dirais jeune, est-ce que vous avez un modèle à suivre? Pouvez-vous nous oui, en parler? Ça évolue avec le temps. En fait, j'ai eu plusieurs modèles, si je peux dire. Et déjà, on a grandi, le premier modèle, ouais, c'est déjà les professeurs. Même quand dans la zone côté MTRTA, en fait, pif pour modèle, nous, comme jeunes garçons et moi-même tout, c'était les militaires. Moi, j'étais dans une zone, et avenue très connue, comme une zone qui était militaire. Et particulièrement, et c'est là, Philippe Biambi était, en fait, plusieurs militaires assez connus étaient à Avenue-Poupla. Et c'était toujours plaisir parce que c'était bon style. À l'époque, la machine pas trop populaire. Donc, monsieur était bon, particulièrement les cadets, il a monté à radio bien chita dessus et puis il a monté à Avenue-Poupla pour tout le monde a regardé. Donc, c'est à la fin, parce que toutes les dames sont impressionnées, mais sont restées toute famille, tout le monde dans la zone, pour comprendre, à regarder, évaluer. Et moi, j'étais propre frère, pas tout. Qui était dans l'armée d'Haïti et qui travaillait particulièrement dans la garde présidentielle. Donc, premier élément que je aimé quand j'étais petit, c'était l'armée. Après ça, l'église était très attirée parce que je fais l'église, moi j'ai grandi l'église et l'école en fait en même temps protestant, même l'école dans l'école catholique. Donc, je suis vraiment habitué, particulièrement les prêtres, j'ai apprécié la discipline. J'ai apprécié leur sens et leur langage, camper en chair et tout. Ça t'a très attiré pendant la période même de penser d'une prêtre en fait. Tellement c'est une question qui t'a attiré. Et puis, l'homme vient, et tant que vient grandir, le modèle vient changer. Par exemple, ma première je en journaliste qui était modèle dans le temps, l'homme qui me fait commencer, c'est un journaliste comme Edner Jean. Edner Jean, c'était mon modèle dans la presse. C'est-à-dire, c'est reportage et particulièrement pendant une période, il était attaché au Parlement et lorsqu'il travaillait à Radio Métropole, c'était le type de journaliste que je aimais. Ce que je aimais extraordinaire, c'était Jean-Max Blanc. C'était vraiment Jean-Max Blanc comme reporter, Jean-Max Blanc, reporter tout-terrain. Etc. Donc, ouais, le modèle a changé avec le temps. Et je dis comme il y a d'autres modèles comme ambassadeur ou bien comme diplomate tout court. Moi, il y a des modèles dans l'histoire d'Haïti qui interpellent. Par exemple, on a commenté nos films ou Jean Price-Mars. En fait, personne ne connaît que Jean Price-Mars. Il était gagné une plus longue carrière diplomatique qu'une vie intellectuelle. Jean Price-Mars, c'était un diplomate avant tout. Avant même d'être intellectuel, puisqu'on est l'intellectuel, mais c'est le type de monde qui vraiment attiré. Donc, on a dit que le modèle a changé, tant que m'a grandi, tant que m'a évolué, le modèle a changé. Je pense que Kounia là, c'est tout pas moi-même, pour éventuellement me bien content de modèle pour les jeunes qui vivent. Très bien, donc je pense que
maman, familles haïtiennes qui a écouté l'émission un peu partout parce que nous croyons qu'il y a des gens ici, non seulement au Canada, aux États-Unis, au Brésil, Chili, Haïti, Santo Domingo et en Argentine bien sûr et pourquoi pas Guadeloupe, Martinique, Panama. Là, nous avons un petit nous pour que nous sommes capables de parler dans ces deux haïtiens modèles qui existaient. Donc ça nous fait plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore, dites-nous comment le journalisme a donc influencé, je dirais, votre carrière diplomatique. Alors, il faut que je dise que le plus fond de ma carrière qui a été influencé par le journalisme, c'est plutôt ma carrière comme historien d'abord. Parce que, et je pense que c'est une question des fois, lorsque vous lisez, vous remettez les textes parce que c'est toujours accessible, etc. En fait, c'est une qualité que j'ai eue de la presse. Songez la presse, les phrases courtes, aller droit au but et utiliser le plus que possible des phrases directes. S'il faut utiliser des compléments, autant que ce soit des compléments directs, autant écrire le plus que possible en français, bon, généralement parce que NAPE travaille sur les faits. Donc, c'est vrai que la presse est beaucoup plus influencée façon d'écrire, même si m'avait écrit des textes hautement scientifiques, mais je fais en sorte à ce que les textes soient accessibles à tout le monde. Et donc, ça, c'est quelque chose que j'ai eu de la presse avec le principe, même quand tu as été en reportage pour couvrir un colloque scientifique, et il faut qu'on baille en créole dans la radio Caraïbe pour que nous capteurs de travail, mais une façon pour que même ceux qui ne pas les capteurs de radio Caraïbe là comprennent de qui ça colloque scientifique ça qui a intéressé. Maintenant, maintenant ce qui m'a beaucoup plus influencé comme diplomate, donc c'est plutôt ma formation d'historien. Et ce que je peux dire, l'avantage que m'a donné aussi la presse, c'est l'écriture. Le fait qu'il fallait écrire beaucoup. En fait, de nos jours, dans la période où on a pratiqué journaliste, et on écrivait le bonjour jusqu'à le revoir. On venait dans une émission et script là devant, toutes sortes d'écrits, tout reportage calibré avec temps, etc. Donc, la capacité d'écrire, une première bagage à apprendre dans la presse, avant même qu'on travaille la voix, etc., c'est l'écriture. Donc, l'écriture m'aide beaucoup dans mon travail comme diplomate. On connaît les diplomates, ils écrivent beaucoup de rapports, des rapports sur tout. Toutes les réunions doivent être rapportées au ministère. Tout ce qu'on fait, en fait, tout ce qui bouge doit être rapporté au ministère. Donc, on écrit beaucoup. Là, la presse m'a beaucoup appris, non seulement à écrire beaucoup, mais à écrire vite. Parce que quand on est journaliste, justement, on a été couvrir un événement aussi complexe que soit l'événement dans la matinée. Il faut que l'événement soit prêt pour le journal de l'après-midi. Donc, on est obligé de pouvoir écrire vite, de pouvoir synthétiser et de pouvoir exprimer des idées claires. Donc, c'est autant d'éléments qui aident d'abord comme historien, mais comme diplomate que je suis aujourd'hui. Donc, je comprends bien ça, parce que je me rappelle quand j'étais à Paris, à Radio France Internationale, et comme ça, même bonjour que même bonjour à dire ou écrire et jusqu'à la fin. Donc, c'est intéressant ça. Parlons-nous donc de ces recherches d'abord. Laquelle vous a beaucoup plus marqué? Par exemple, beaucoup de gens parlent ils ont parlé de livres qui ont été écrits sous Duvalier, régime Duvalier. Okay. C'est-à-dire, je n'ai pas eu la chance ou l'occasion d'étudier l'histoire en Haïti. J'ai fait toutes mes études d'histoire et d'histoire à la Sorbonne. Donc, en Haïti, j'ai fait mes études à l'université GOC, l'université qui était une université privée à l'époque. Et là, ça avait à voir avec le coup d'État, parce que moi-même, bien sûr, comme
tous les enfants de ma classe, on était intéressés, c'était l'Université d'Haïti. Mais on était à la période de coup d'État, au moment où côté militaire, tu as entré à l'Université d'État, bastonné étudiant et tout. Et j'ai terminé mes études en 1991. Donc, quand je devais entrer à l'université, ma mère a dit que c'était interdit que j'aille m'inscrire à l'Université d'État. Donc, comme à l'époque, l'offre était très peu au niveau des universités privées, donc j'ai été au JOC Université et c'est là que j'ai fait mes études en Haïti. Après, c'est la Sorbonne. À la Sorbonne, j'ai commencé, j'ai fait ma spécialisation en histoire diplomatique, en histoire des relations internationales. Donc, mon master, je l'ai fait sur les relations entre la France et Haïti. Et c'est à partir de lui-même que m'écrit deuxième livre moi, qui est La machine diplomatique française en Haïti. Et puis après, c'est ma thèse que je fais sur la guerre froide. Donc c'est à partir de la thèse, de mes études de la guerre froide, que j'ai publié le texte sous l'ouvrage de Duvalier, sous Duvalier. Donc au niveau des recherches, en fait, je suis vraiment celui qui est interpellé en tant qu'historien par tout ce qui se passe au niveau international. C'est-à-dire quand j'ouvre un ouvrage ou quand je parle d'histoire, quand j'écris sur l'histoire, l'aspect fondamental pour moi, c'est les relations internationales. Mais ce qui m'a le plus frappé, en fait, ce ne sont pas les périodes que j'ai étudiées, quoique la guerre froide a été une période qui m'a vraiment interpellé. J'ai adoré étudier la guerre froide. Et j'ai adoré travailler sur la guerre froide. D'ailleurs, en 2010, j'ai fait partie des 25 jeunes chercheurs du monde qui ont publié les meilleurs textes sur la guerre froide, ce qui m'a permis de participer à une conférence et tout payé à George Washington University. C'était ma première visite à Washington et tout. Et là encore, je crois que le texte en ligne, bon, c'était un texte de jeunesse, mais quand même, c'était un texte, je crois, sur les relations entre Dwight Eisenhower, président américain, et François Duvalier, donc entre 1957 et 1961, avant la montée de Kennedy. Mais je disais, ce qui m'interpelle le plus dans mes recherches, c'est les archives. En fait, j'adore être dans les archives. J'adore découvrir les documents d'archives. J'ai fait beaucoup de recherches dans les archives étrangères, d'abord les archives haïtiennes, mais aussi en France et aux États-Unis. Et aux États-Unis, les archives ont une spécificité dans la mesure où il y a les archives nationales qui sont à Washington et à Maryland, et il y a les archives présidentielles. Et quand on étudie une période, par exemple, étant donné que les présidents des États-Unis ont, en fait, leur poids réel, c'est la politique étrangère. Donc, quand on étudie les relations internationales, visiter les archives présidentielles sont importantes. Donc, j'ai pu, au long de mes recherches, visiter les archives de Kennedy à Boston, visiter les archives de Johnson à Texas, à Austin, visiter les archives de Eisenhower. Et d'ailleurs, quand j'aurai le temps de travailler la deuxième partie de mon ouvrage sur Duvalier, je dois visiter les archives de Nixon qui se trouvent en Californie. J'ai aussi beaucoup travaillé dans les archives dominicaines parce qu'on n'étudie pas les relations diplomatiques d'Haïti sans étudier la République dominicaine. Définitivement. Définitivement. Donc, j'ai beaucoup travaillé aussi dans les archives dominicaines. Donc, vraiment, ce qui me plaît, et j'adore ça, j'adore rentrer dans les archives quand ils ouvrent et sortir quand ils ferment. Je rappelle par exemple que les archives à Washington, des fois, on les ferme même à 8 heures du soir. C'est-à-dire, il y a des archives où tu peux rester travailler pendant longtemps et trouver des documents assez intéressants. Vraiment, ma passion, c'est être dans les archives de manière à interroger les documents, à interroger le passé, avant même de prendre le plaisir de transmettre aux gens
ce que moi-même j'ai découvert dans les archives, je prends d'abord le plaisir à découvrir dans les archives. Donc, moi qui prends les mieux avant, je prends plaisir pour lire, moi je prends plaisir déjà dans ça, me joindre dans l'archive. Yeah. Donc, comment je peux dire, c'est ce qui m'attire en fait dans mes recherches comme historien. Merci. Donc, merci. C'est des informations qui sont très solides que c'est sûr que dans pile monde qui a besoin de livres. Donc, c'est sûr que nous attendons qu'il est pour lire ça ressorti. Permettez-moi, monsieur l'ambassadeur, de vous poser quelques questions relatives à la communauté haïtienne du Canada dont vous représentez, si vous acceptez ma demande. Je suis là pour ça. Yeah, and en termes par exemple, en termes de petites et moyennes entreprises, comment est le pourcentage représentatif des compagnies haïtiennes dans ce secteur, par exemple à Montréal, au Québec, à Ontario et Ottawa? D'accord, là je dois reconnaître ma faiblesse pour dire que je n'ai pas encore fait des recherches sur ces questions et ce ne sont pas des données que nous avons encore. Ce sont des données sur lesquelles nous travaillons. Et alors, comme je l'ai arrivé à l'ambassade là, ma première démarche a été de mettre en place un plan d'action et que sur lequel je continue de travailler. Donc, qui a des dates et qui a des événements, qui a des périodes à couvrir. Et c'est l'une des choses qui m'intéresse justement. Je suis intéressé par ces deux données. Les premières, c'est les investissements des Haïtiens au Canada. Le second, c'est les investissements canadiens en Haïti. Je sais que dans le cas des investissements canadiens en Haïti, c'est très peu. C'est un élément sur lequel je travaille. Mais pour le moment, il y a des chiffres qui m'échappent. Par exemple, les chiffres du nombre de l'investissement des Haïtiens, de ce que nous avons en termes de commerce et même ce que nous avons en termes de population, ça nous échappe dans la mesure où il y a les chiffres officiels du gouvernement canadien. Mais là encore, le fait qu'on évolue dans une période de Covid, ça nous oblige à aller moins vite et en besoin. Donc, je dois reconnaître justement cette question me donne l'occasion de comprendre la nécessité de disposer de ces chiffres de manière à ce que le public en général puisse savoir le poids de la communauté, le poids réel de la communauté haïtienne au Canada. OK. Et ce que nous connaissons, ambassadeur Arthus, c'est que il y a un pile, nous a dit, étudiants haïtiens qui vraiment façonnés par ou des professionnels qui étaient au Canada ou bien soit pour aller étudier, pour aller faire business ou bien soit pour prendre refuge quand il s'agit de situations politiques. Dites-nous, parce que voilà que vous rentrez dans une période qui est extrêmement challenging, d'accord, dit qui a un pile situation que vous contrôler en termes d'organisation, comment ça y est en termes de rapport entre communauté haïtienne et ambassade d'Haïti au Canada? Okay. Jusqu'à présent, je suis capable de dire que c'est très bien. Moi, essayé depuis l'MVNIA d'abord rencontrer des personnalités, ensuite faire des rencontres en groupe de manière à rencontrer la communauté. Et dimanche encore, on était réunis avec un groupe, parce qu'on est, c'est ça qui passe, communauté 1. Il y a plusieurs formes, il y a plusieurs catégories, il y a de plusieurs manières. D'abord, il y a les organisations professionnelles, déjà il y a des personnalités qui ont évolué au Canada, qui eux-mêmes c'est vraiment important. Ensuite, il y a les communautés qui réunissent soit par association professionnelle, soit par proximité géographique. Par exemple, dimanche, nous avons rencontré nous avons rencontré avec une association de monde qui est originaire de Bellevue-la-Montagne et 4e section 15 Corps, par exemple. Et 2 semaines avant, nous avons rencontré l'association haïtienne au Québec.
en novembre, je crois, c'était les Haïtiens à Ottawa. Moi, qu'à reconnaître que jusqu'à présent, toutes les rencontres sont très fructueuses. Je dis que malgré c'est par Zoom, parce que nous pas vraiment rencontré face à face, et en raison de restrictions dans le pays, mais je dis que l'accueil est très, très, très bien. Il y a vraiment, la communauté a vraiment accueilli, et vraiment participé dans la rencontre. C'est toujours l'occasion pour nous faire des échanges, de questions-réponses, et nous faire ça. Nous rencontrons tous les étudiants et les étudiants haïtiens. Donc, nous avons vraiment rencontré plusieurs groupes différents et jamais des communautés tellement importantes que moi, j'ai de côté pour toucher, par exemple. Ouais, pas toucher Toronto, qui est une communauté importante, pour toucher une zone de Calgary, qui veut dire qu'il y a un pays haïtien qui a vivre, il y a un pays haïtien qui monte, que beaucoup toucher. Et Québec lui-même est très large par rapport à ça me touche, pas même comme toucher un centième de Santa Doué touché, mais on fait des efforts. En plus, je participe dans des émissions communautaires de manière à ce qu'à travers les émissions, je puisse m'adresser à tout le monde, que tout le monde puisse m'écouter et entendre le message que j'ai à transmettre dans le cadre de ma mission au Canada. Donc, en clair, c'est un cas reconnaître et au contraire même profiter de tribune ça pour remercier le monde dans la communauté haïtienne au Canada qui a coûté déjà pour accueil qui vraiment fait que le début de ma mission se passe bien jusqu'à présent. Et nous connaissons qu'à cause de Covid, il y a toute bagaille changé donc en termes de planification qui est faite. Et une communauté haïtienne au Canada est capable de bénéficier de savoir-faire et puis tout ça qu'on gagne comme talent tout que nous sommes capables de dire. Donc nous croyons que nous sommes sûrs qu'on va faire ça avec en pile fierté, pourquoi pas, parce que nous connaissons qui est-ce qu'on est et c'est ça que fait nous choisir pour nous parler avec ou Connexion Magazine Info Radio parler ensemble avec l'ambassadeur Artus parce que nous croyons que les gagnent potentialité pour que les performer d'accord dire et un job ça que les gagnent responsabilité que le donc question qui est relative à Covid ambassadeur Artus, dis-nous comment ça y est au Canada, surtout à la communauté haïtienne. Est-ce que vous arrivez à marcher dans l'ordre que le gouvernement baille, etc. Parlez-nous un peu, brief. Oui, alors pour Covid, là, peut-être nous avons prendre trois aspects. Je pense que ça intéresse nous. Le premier aspect, c'est l'aspect communauté haïtienne. Et non, je pense qu'il y a bien travail. Au contraire, le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, et lui-même personnellement, ont campé, fait une vidéo pour le rendre hommage à la communauté haïtienne, particulièrement le personnel de santé, médecins, infirmières, tout le monde qui travaille dans l'hôpital et l'ensemble de santé haïtien qui, malgré le Covid-là, continue de travailler pour bailler soin, non seulement à des Haïtiens pareils, mais à des Canadiens, à tout le monde qui vit au Canada. Je pense que l'exemple et comportement de la communauté haïtienne au Canada, particulièrement pendant le Covid-là, exemplaire. Et c'est pas moi-même qui dit, c'est le Premier ministre canadien lui-même qui dit. Maintenant, ceci dit, ça va empêcher que nous ayons gagné un scandale que nous ayons gagné à la mi-janvier, côté des médias qui décidaient. Et donc, imaginons quelques mois plus tôt, pendant un programme d'hommage à la communauté haïtienne, et puis les médias ont décidé de stigmatiser la communauté haïtienne, comme quoi c'est à eux-mêmes, mais qui, pendant les fêtes d'année, c'est comme si c'est eux-mêmes qui a porté Covid Québec, par exemple. Donc ça, c'est, bon, je ne peux pas même limiter la Québec ou le Canada directement. Donc ça, c'est les aléas du fonctionnement de la communauté. L'autre communauté qui est difficilement fonctionner, nous arrivons à faire ensemble ensemble encore, mais
là encore c'est difficile, c'est la communauté diplomatique. Parce que qu'on est en diplomatie, c'est les réceptions, c'est les rencontres, c'est les dîners, les déjeuners, généralement c'est là nous discuter, c'est là nous réunir, c'est les salutations de fin d'année. J'imagine que j'ai présenté ma lettre de créance en ligne, alors que la présentation de la lettre de créance, c'est lui-même qui barouse ce qu'on appelle, c'est la porte d'entrée au pays. Ouais, ou présenter, d'ailleurs le mot même le dit, tu présentes, tu remets le mot tu remets tes lettres de créance. Remettre la lettre de créance. C'est le mot, remettre les lettres. J'ai pas pu le faire, je l'ai fait en ligne. Et depuis, tous les diplomates, ils nous réunissent en ligne, c'est-à-dire le club des ambassadeurs de la francophonie, les ambassadeurs de la CARICOM, les ambassadeurs du groupe de l'Amérique latine et des Caraïbes, GOULA, et même avec le service de protocole, par exemple pour la fameuse réception de fin d'année, nous faisons en ligne, côté chaque diplomate gagne un verre dans le milieu et puis notre trinquet en ligne. Le travail là très difficile et Covid. Mais nous vivons quand même adapter nous. Et maintenant, troisième élément, c'est sur l'ambassade là lui-même. C'est-à-dire, étant donné qu'il y a des restrictions, on ne peut plus recevoir les gens. Et depuis, nous fermons depuis le 20 janvier. Ces semaines, ça, on a à peine retourné et recevoir les gens uniquement sur rendez-vous. Alors que les gens ont besoin de passeport, ils ont besoin de faire mandat, ils ont besoin de faire des certificats, ils ont besoin de papier pour changer de licence, ils ont besoin éventuellement de terre en Haïti, donc ils ont besoin de mandater papier pour venir, etc. Donc il y a des gens qui ont un problème réel. Et tu sais, le problème, c'est que par exemple, il y a un problème qui est réel, vrai, qui pas réel parce que quand on a besoin de vendre terre en Haïti, ou bien que besoin de passeport pour aller enterrer au monde, ou bien que besoin de passeport juste pour aller en vacances, c'est un problème qui est réel. Parce que doit aller en vacances et c'est ça qui est sur les familles, par exemple. Ouais. Et il doit aller test à la vente, c'est test à peut-être capitale démarrer au Canada. Donc voilà que de mon côté, on ne peut plus fonctionner pour nous rendre, pour nous bailler nos services ça comme il se doit. Donc nous obligés, c'est en ligne, qu'on envoie les formulaires par la poste, on reçoit donc les passeports et tous ces documents. Ils prennent 3 à 4 fois plus de temps que autant de prendre si on était qu'à juste venir dans l'ambassade là et puis pour nous faire le couillot. Donc c'est une situation extrêmement difficile pour cette période de Covid, mais la bonne nouvelle, et c'est ça notre esprit en tant qu'humain, c'est de nous adapter aux situations difficiles. Et je crois qu'à la fois au Canada, mais partout ailleurs, nous faisons la preuve qu'en tant qu'humains, nous avons cet esprit de nous adapter, de dominer la nature. Et quand les choses sont difficiles, nous nous adaptons. Et justement, dans cette situation de Covid, nous vivons par l'adaptation. Merci pour toute précision, ça, parce que dans pile monde qui n'a pas eu l'opportunité pour tenter, pour rencontrer avec l'ambassadeur, et moi, je crois que c'est important que vous veniez avec des exemples tangibles que la communauté canadienne, haïtienne qui vivent au Canada a besoin. So, question que nous avant que nous terminions l'interview à Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous êtes capable de dire comment rapport entre, est-ce que nous recevons des doléances en termes de rapport entre les enfants ou les teenagers haïtiens vivant au Canada, des familles ou ce qui est victime peut-être est-ce que vous recevez ce type de cas ça? Alors, mon gros problème là, son problème, m'a tout parlé avec parents, capteurs d'émission, là. Bon, vraiment un gros problème au niveau de l'étranger. Et c'est pas seulement comme on était vivre aux États-Unis, j'étais à Washington pendant 4 ans, presque 4 ans. Et quand on vit à Washington, le me parler avec le Canada, d'ailleurs, moi-même, je prévois pour que pendant Noël là, moi, été passé, fête Noël là dans le centre pénitentiaire. Et parce que d'après l'information que j'ai gagnée, une proposition de vidéo,
c'est que dans les centres pénitentiaires, notamment au Québec, la majorité, notamment des enfants qui sont en prison, sont des enfants d'origine haïtienne. Ce sont des qui grave. Et moi-même, j'ai un frère qui c'est pasteur en Floride et qui travaille comme chaplain et qui dit moi c'est la même réalité en Floride. Dans les prisons de la Floride, la plupart notamment des jeunes prisonniers sont des enfants d'origine haïtienne. Donc moi vraiment pensé et faut parents haïtiens vraiment souhaiter que nous prenions conscience de la réalité ça. Parce que c'est vrai que nous avons 2-3 réussis dans nous. Ouais. Nous avons 2-3 petits monde qui fait fierté nous, qui graduent l'école et qui vivent quelque chose, qui vivent maire, qui vivent promotionnaire, etc., etc. Mais nous pas calculer quantité qui échoué. Et quantité qui échoué est plus important en termes de nombre que ça qui réussit parce que l'on pile. Donc c'est un plus gros problème par exemple que m'a bien pour m'adresser au Canada. Ouais, qui type d'accompagnement qu'a ba parents qui ça nous dit ou bien qui ça nous fait comme ambassade pour que au moins nous permettre peut-être gagner une ou deux petits monde en moins qui a tombé dans prison parce que yo vraiment en pile. Maintenant l'autre challenge là c'est partout ailleurs, bon, le racisme est partout. Et ils subissent partout, donc de temps en temps, on va apprendre que peut-être on prend appel de haïtien, éventuellement, un frère qui est victime et qui décidait, qui a besoin de support dans ce sens. Mais l'avantage du Canada, c'est que nous avons une communauté tellement solide et tellement forte, il faut reconnaître que l'ambassade fait appel à nous-mêmes moins. Parce que nous avons des associations qui sont solides, nous avons des associations qui sont fortes, nous avons des communautés qui ont pile service que nous-mêmes, ambassade là, nous n'avons pas un service psychologique, nous n'avons pas vraiment un service juridique pour ce problème. Nous n'avons pas des services de logement pour ce dans la rue pour nous loger, alors que nous avons des associations haïtiennes qui sont assez solides pour ça. Donc, même si Carré n'a pas venu joindre nous directement dans l'ambassade là, parce que nous n'avons pas vraiment de moyens pour nous adresser, mais nous au courant de eux, parce que nous parlons avec l'association qui a occupé de ça. Et chaque occasion, donc occasion ça au moins là, nous toujours dit par eux, tant pis, s'il faut que nous fassions réduire dans le temps de travail. Nous. Au lieu pour nous faire 2 chiffres, faire une ou bien faire 1,5. Au lieu pour nous faire 3, faire 2 pour nous capable de consacrer un petit temps pour nous contrôler de voiture, contrôler à qui ça a rentré la caillou, contrôler qui est-ce qu'ils ont mis, parce que nous perdu en pile petit monde haïtien qui est en prison au Canada comme aux États-Unis. C'est un plus gros challenge que nous avons de nos jours et je pense que c'est important pour nous adresser. Donc, c'est pour montrer que comment il est important pour que l'ambassade là capable de gagner de très bons rapports avec l'organisation qui travaille surtout au niveau local, organisation locale, surtout capable d'aider à la situation ça. Et donc, je crois que c'est nous bien content que vous veniez avec des informations ça pour nous. Côté que en pile parents, soit à Montréal, Québec et dans l'autre côté, dans l'autre ville, grande ville, so pour être capable vraiment involver beaucoup plus dans l'éducation du monde. Qu'est-ce que au niveau de l'ambassade là, parlez-nous donc de est-ce qu'il y a un nouveau programme que l'ambassade là comptait mettre sous pied et qui est capable de bénéficier non seulement des Haïtiens vivant au Canada, mais aussi entre Canada et Haïti? Oui, nous avons il y a un aspect moins travail sur lui. Là encore, Covid a obligé que nous fassions autrement. Par exemple, nous lançons ce mois-ci au Canada et c'est pour l'une des premières fois en exposition. Nous choisi 21 figures noires et dans l'histoire des Noirs qui marquaient l'histoire. Nous avons des figures haïtiennes, américaines, canadiennes, brésiliennes, du continent africain et de la Caraïbe et que nous projetons. Les très éducatifs, c'est des petites capsules que des mondes capables d'apprendre. Même moi-même,
m'apprendre en pile bagaille de 21 figures ça yo. Donc ça c'est un élément de penser que n'a fait qui est capable d'utile communauté. Bon, moi mettais en pile l'accent sur l'éducation et au cas comprendre pour qui ça. Et pas plus tard, ça vient 2 jours, moi réuni avec les responsables des bourses de la francophonie, parce qu'il y a plusieurs types de bourses au Canada et une bourse même qui est consacrée aux pays francophones, son bourse pour encourager les gens qui sont dans les pays francophones à venir étudier au Canada pour capable renforcer l'apprentissage du français. Donc, moi, et réuni avec eux, ça va gagner longtemps, pour moi, qui façon et bourse ça la capable, nous sommes capables de gagner plus d'accessibilité aux jeunes haïtiens qui ont envie de poursuivre des études et au Canada. Moi, déjà rencontré avec le recteur de Carleton University. Moi, je parle actuellement avec le responsable du recteur de l'Université d'Ottawa, que m'a donné un programme haïtien m'a fait l'accueil au mois de mars pour le mois de la francophonie. Une façon pour moi qui façon capable de mettre différents recteurs des universités en contact avec nos universités en Haïti pour capable de signer des mémorandums et des MOU, Memorandum of Understanding, qui est capable de signer des mémorandums qui sont capables de permettre de collaborer. Parce qu'il y a un pile haïtien à cause du Covid là, qui c'est depuis Haïti qu'il a fait études dans des universités canadiennes. Et il continue à payer très cher comme si il était au Canada. Donc, nous pensons qu'il y a une opportunité pour que tu aies plus de collaboration entre les universités haïtiennes et canadiennes, eh bien, pour tout une filière d'études en ligne, c'est-à-dire à partir d'Haïti, des programmes qui sont enseignés au Canada. Moi, pour parler avec, malheureusement, pour parler très fort avec le président d'Air Transat, parce que nous avons un seul vol sur Haïti, pour qu'ils soient capables de gagner plus de vols sur Haïti. Et puis rencontrer des responsables touristiques et pour qui manière ils sont capables de considérer Haïti comme un lieu touristique. Et les projets, ils ont en pile, et il faut me dire, pour profiter de dire que nous avons un staff qui est assez dynamique, qui travaille avec moi. Donc les projets sont en pile et vraiment inviter nous. Si vous avez vraiment besoin qu'on plus, parce qu'il n'y a pas bien temps pour parler de tout là, et suivez-nous en ligne sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, suivez l'ambassade là très présent en ligne et annoncer ça la fait et le mettez tout pour le courant. Mais comme dit, meilleure collaboration, c'est non seulement qui ça nous-mêmes haïtiens nous qui bénéficier du Canada, mais qui ça tout Canada capable de bénéficier d'Haïti. Nous avons une culture qui est très forte. C'est nous-mêmes à Canada qui c'est 2 nations francophones des Amériques. C'est-à-dire nous avons un pile bagaille que nous sommes capables de faire ensemble. Nous avons une communauté, écoutez, nous avons un gouverneur, nous avons un membre de l'Académie française, nous avons de grands écrivains haïtiens qui sont canadiens aujourd'hui. Donc, un paquet de bagailles qui est capable de faire entre Haïti et Canada. Moi-même, moi, juste là, pour me continuer ça me fait déjà et puis pour me faciliter. Voilà, monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup parce que vous avez accepté de répondre à la questionnaire. C'est sûr que l'émission ça a bien pour y passer en plusieurs reprises. Nous avons tellement parlé avec des sujets qui en rapport avec la communauté haïtienne. Je crois que l'ambassadeur Arthur a gagné expérience dans le journalisme. Je crois que ça veut dire plusieurs et que je vais gagner pour moi débattre dans une belle interview ça que c'est une fierté pour nous parler ensemble avec Dr. Arthur et merci parce que tu as accepté encore répondre à la question Connexion Magazine Afro Radio. Donc le dernier mot et tu as un bagage spécial que tu as dit avec tout Haïtien au Canada et bien sûr Haïtien qui pourraient regarder ça. Bon, ben, m'a dit, monsieur Pierre Pacota pour me dire toute une bonne année, qu'un BFM, moi connais que quelque chose ça passé dans des circonstances côté pays noir,
sous le feu de l'actualité. Ce sera ainsi pendant toute l'année 2021. Donc, dans quelle que soit la situation, pas oublier que nous, c'est frères, nous gagnons un seul pays à défendre, et c'est Haïti. Et puis, continuer à protéger tête nous côté nous parce que Covid là toujours. Même si l'émission ça passe pendant toute l'année 2021, par contre, Covid là pour aller avant 2021. Donc, continuer à protéger tête nous, s'il vous plaît, pour que au moins un jour, nous ayons occasion de nous croiser nous face à face en bonne santé. Donc, Kembira Paragé, merci Antili pour l'occasion sortir dans moi. Et je souhaite vraiment longue vie à Connexion Magazine. Et pour profiter et féliciter autour du Kembé le même professionnalisme qui était marqué lors de Haïti qui a travaillé comme journaliste, particulièrement dans la vision de l'île. Donc, félicitations et puis longue vie à l'émission. Et puis, je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. À bientôt. C'est à moi, à bientôt.